chiffre d'affaires de 135 millions et on est un groupe de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la data, l'IA, le digital et le cloud. Et l'innovation dont je m'occupe fait partie de notre ADN chez Micropole déjà depuis de nombreuses années et vise à accompagner nos clients dans tout le processus d'idéation, de conception et de mise en œuvre de technologies innovantes, des dernières technologies en cours, au travers de plusieurs dispositifs. Un premier dispositif qui est un lieu dédié à la co-innovation avec nos clients, avec nos collaborateurs. Et une deuxième structure qui s'appelle Data Booster chez nous et qui est un accélérateur de start-up. Donc, au travers des dispositifs d'innovation, on sélectionne, on identifie des start-up pertinentes pour le business de nos clients et on les accompagne de façon à intégrer des projets à valeur ajoutée pour nos clients. Et le reste des missions côté innovation dont je m'occupe, c'est d'une part de faire le suivi et la veille des tendances technologiques en participant à tous les salons technologiques tout au long de l'année, faire cette veille-là et notamment la restituer auprès de nos collaborateurs en premier lieu, mais également de nos clients, de vous toutes et tous, pour vous permettre de vous acculturer sur ces nouvelles technologies et vous donner une overview, on va dire, à la fois technique et métier de ces innovations qui disruptent plus ou moins nos métiers, vos métiers, et que vous pouvez utiliser au quotidien sur vos projets. On a aussi toute une équipe côté innovation qui s'occupe de réaliser des POC, des expérimentations sur la base de ces innovations-là pour le compte de nos clients. Voilà très rapidement la façon dont fonctionne l'innovation chez Micropole. Et parmi les innovations sur lesquelles on travaille en ce moment dans le groupe, on peut citer évidemment l'intelligence artificielle et notamment tout ce qui est IA générative. On travaille aussi beaucoup dans les mois passés et encore un petit peu aujourd'hui sur tout ce qui est expérience immersive, encore énormément sur la blockchain. Et puis parmi les sujets qui vont arriver dans les années à venir, je pense que le quantique sera un sujet probablement qu'il faudra garder sous surveillance parce que beaucoup de choses vont arriver sur ces sujets-là dans les années et les mois à venir. Bref, voilà pour présenter très rapidement le pôle innovation dont je m'occupe dans le groupe Micropole. Sans plus attendre, je vous propose de nous plonger dans cette session 2024, cette session 2024 du CES qui s'est déroulée en début d'année à Las Vegas par un petit film avant de vous reprendre dans quelques secondes.
Voilà en quelques minutes un résumé de toutes les innovations qui étaient présentes cette année au CES. Alors, on va rentrer dans le détail ensemble sur chacune de ces innovations. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont eu la chance de déjà aller au CES, mais voilà, c'est la grande messe technologique de l'année. C'est le plus grand salon dédié à la technologie et à l'innovation au monde, qui se déroule donc à Las Vegas chaque année. Et depuis plusieurs décennies, c'est ainsi. Et après la pandémie, on avait vu une chute assez conséquente de la fréquentation, à la fois en nombre de visiteurs, en nombre de startups présentes. Et ça a mis grosso modo 2-3 ans à redémarrer. Et il faut dire que cette édition 2024 est quasiment à la hauteur de ce qu'on a connu avant la pandémie. On était cette année un petit peu plus de 135 000 visiteurs, 4 300 exposants, un nombre de médias assez représentatif. On arrive quasiment à ce qu'on connaissait en 2019, avec une baseline cette année de la part du CES qui était Tech for Better Tomorrow. Grosso modo, c'était l'idée de cette année, c'était d'exposer et de nous faire partager l'ensemble des innovations qui feront notre quotidien demain. Et on va le voir, hein, quelle que soit la thématique ou le sujet en détail dès maintenant. D'un point de vue fréquentation, comme je le disais, elle est en hausse pour les visiteurs, mais on peut noter également que toute la plaque asiatique, notamment la Corée, fait une espèce d'OPA sur le CES cette année. Là où en général la France est plutôt bien placée en termes de représentativité, cette année on se retrouve 3e ou 4e, donc quasiment au pied du podium. La Corée est première en nombre d'exposants et de startups et de délégations. Côté French Tech, donc, on était un petit peu plus de 150 startups versus 190 l'année dernière. Ce qui, en soi, n'est pas forcément une mauvaise nouvelle parce qu'il y a eu des éditions où la French Tech était un petit peu composée de solutions plus ou moins innovantes, sans grosse plus-value. L'avantage, c'est que cette année, on était sur quelque chose de plus ciblé et de plus qualitatif, entre guillemets. Et parmi les domaines les plus présents au CES, on peut citer la smart home, la santé connectée, tout ce qui est mobilité, tout ce qui tourne autour de la durabilité, de la green tech, pas mal de solutions immersives, on va y revenir. Et j'aborderai également dans cette présentation quelques startups que je veux mettre en avant et qui font peut-être sens pour votre business. Et puis je finis en général mes présentations pour celles et ceux qui ont déjà assisté dans les années précédentes par 3-4 exemples de solutions un petit peu marrantes qu'on retrouve au CES. Sans plus attendre, je vous propose de plonger dans le détail de tous ces sujets en commençant par tout ce qui est display et écran téléviseur notamment. Alors le premier sujet, c'est la Sphère, ce nouveau bâtiment qui a été construit au CES, à Las Vegas, qui ne fait pas d'ailleurs partie du CES, mais que je voulais mettre en avant sur ce côté display. C'est une espèce de géode gigantesque qui a été construite en 2 ans sur Las Vegas. 112 mètres de large, 150 mètres de large, 112 mètres de haut, 13 000 tonnes quasiment. On a un petit peu plus de 58 millions de LED sur l'écran extérieur de la Sphère, un budget de 2 milliards de dollars, des chiffres absolument hallucinants, hein, comme 118 000 personnes pouvant être assises, mais 170 000 haut-parleurs orientés, c'est-à-dire que chaque personne entend exactement le même son où qu'il soit assis dans la pièce. C'est l'équivalent de 7 terrains de football, la surface. Et à l'intérieur de cette sphère, vous avez un écran géant. C'est le plus grand écran sphérique au monde. Ça représente à peu près 57 000 mètres carrés d'écran, avec une qualité de 16K, ce qui est assez exceptionnel, et sur un angle de vue horizontal de 180 degrés et vertical de quasiment 100 degrés. Donc totalement immersif, vous l'imaginez, dans lequel on vient passer. Alors ça peut servir de salle de concert, hein, U2 va l'investir de façon assez régulière, et vous avez le reste du temps des spectacles type géode, des films de haute qualité qui sont passés à l'intérieur et qui sont, vous l'imaginez, du coup très immersifs. Voilà, c'est pour donner un exemple de la démesure de ce qu'on peut retrouver au CES. Là, ce n'est pas forcément lié directement au CES, mais ça reste la représentativité de la capacité technologique qu'on a autour des écrans et des displays.
Pour revenir un petit peu sur concrètement ce qui s'est passé à l'intérieur du salon, dans le CES, cette année, les tendances sont un petit peu les mêmes que l'année dernière. Il n'y a pas de grande évolution sur les sujets des displays. On reste sur des tailles à peu près équivalentes et sur des technologies ou des résolutions identiques à celles qu'on a pu voir les deux, trois dernières années, à savoir du mini LED, de l'OLED, du QLED pour les technologies, et puis une résolution de 8K, en général, ça devient la norme sur les nouveaux téléviseurs. Ce qui est à noter cette année, c'est la présence de nouveaux acteurs sur le salon, en tout cas dans le domaine des téléviseurs, des acteurs asiatiques qui sont de plus en plus populaires et qui commencent à inonder un petit peu le marché. Et puis des acteurs un peu historiques comme TCL, mais qui reviennent au devant des sujets, notamment TCL avec son mini LED 115 pouces, qui était assez bluffant à voir. Alors pour la modique somme de 25 000 euros, pour celles et ceux qui voudraient s'en équiper à la maison. C'est le plus grand téléviseur mini LED au monde. Autre tendance assez intéressante côté display, c'est cette capacité à avoir des écrans de plus en plus fins, notamment. On atteint des épaisseurs minimales de téléviseurs de 12 mm. Vous imaginez ce que ça représente, c'est vraiment très peu. Donc on est vraiment sur des écrans plats. Évidemment, les bords ont disparu déjà depuis de nombreuses années. Ça fait plusieurs CES, plusieurs éditions que c'est borderless. Et puis, l'autre tendance qui continue à s'accélérer, c'est la capacité de ces téléviseurs à embarquer en interne des IA capables de faire de l'upscale de contenu, c'est-à-dire de rendre plus qualitatif le contenu que vous êtes en train de regarder. Si vous êtes sur une source 4K ou voire même HD ou Ultra HD, voilà, vous avez une IA embarquée dans le téléviseur qui vient améliorer la qualité d'affichage. La grosse innovation cette année sur ce segment-là, c'est la capacité des réseaux neuronaux embarqués dans les télés, qui est quasiment 10 fois plus performante et plus importante que l'année dernière. Je crois que sur le téléviseur que vous voyez à droite, là, le Samsung, on est sur un réseau de neurones de 512 neurones, qui est nativement embarqué dans le téléviseur pour faire ce recalcul à la volée de l'image pour avoir une meilleure résolution. L'autre annonce, l'autre sujet important du CES cette année sur le côté de télévision, c'était les téléviseurs transparents. Alors, c'est un concept assez ancien. Moi, c'est la deuxième ou troisième fois que je vois des téléviseurs transparents. Ce qui est à noter, la performance, en fait, cette année, c'est que c'est une technologie qui s'adapte aux dernières évolutions d'écran. C'est-à-dire qu'on arrive à faire de la transparence sur des écrans OLED, chez LG, c'est sur des écrans QLED et micro-LED chez Samsung. Donc les technologies d'écran classiques peuvent bénéficier dorénavant de la transparence totale. Il faut savoir que par exemple chez Samsung ou chez LG, comme chez LG, vous avez un espèce de rideau qui peut venir s'étirer sur toute la hauteur du rideau, évidemment, pour faire en sorte que le téléviseur ne soit plus transparent. Alors les cas d'usage, ils sont divers et variés. Ceux qu'on présentait le plus souvent, c'était pour imaginer des vitrines connectées, des vitrines qui projetteraient du contenu marketing, comme là, par exemple, une vitrine de boulangerie, plus que des cas d'usage d'un téléviseur transparent chez vous. Je ne sais pas si ça sera tout de suite accessible au grand public et si demain, on aura tous des téléviseurs transparents chez nous. Je pense que l'utilité est peut-être un petit peu moindre pour le grand public. Voilà sur la partie téléviseur. Comme je vous le disais, on va vraiment parcourir. L'idée, c'est de vous donner une overview vraiment globale de tout ce qu'on pouvait retrouver au CES. Donc, on va parcourir comme ça les différentes thématiques, en continuant par la mobilité. Donc, le CES est un salon qui, au fil des années, a pris de l'ampleur sur le côté automobile, mobilité en général. Et c'est parfois même un salon sur lesquels les constructeurs automobiles misent plus que certains salons automobiles dédiés à ces sujets-là. Cette année, c'était un petit peu moins le cas. Alors, d'une part, on voyait un petit peu moins de solutions de conduite autonome, full autonome. On était plus sur des solutions d'IA embarquées ou d'aide à la conduite. Deuxième point important à retenir sur cette édition 2024,
c'est l'absence de certains gros acteurs, notamment français. Stellantis, Renault n'ont pas fait le déplacement. Alors Stellantis avait justifié cette absence parce que aucune sortie de modèle majeur ne coïncidait avec les dates du CES. C'est pour ça qu'ils n'auraient pas traversé l'Atlantique. Renault n'a donné aucune justification. Et puis même au niveau européen, le groupe Volkswagen, par exemple, avec Audi notamment, était beaucoup moins présent, visible cette année que l'année dernière. L'année dernière, ils avaient une surface d'exposition assez importante. Cette année, c'était un petit peu moins le cas. Pour autant, ils ont fait des annonces, quelques annonces, notamment sur le côté du développement de la possibilité d'embarquer de ChatGPT, donc du LLM, dans certains modèles de Volkswagen. Mais voilà, hormis cette annonce-là, il n'y a pas eu grande démonstration, on va dire, de la part du groupe Volkswagen. Et à contrario, on a des nouveaux acteurs qui sont de plus en plus présents au CES et qui prennent de plus en plus de place, notamment Winfast, qui est un constructeur vietnamien qui vise le marché américain et canadien avec des modèles de SUV ou de pick-up 100% électriques. C'est la deuxième année, moi, que je les vois sur le CES. À chaque édition, ils prennent de plus en plus d'ampleur et de présence avec des modèles qui sont, quand on regarde les spécifications, sont toutes tout à fait intéressants par rapport à la concurrence. Et puis un deuxième acteur qui s'appelle TOG, c'est une toute jeune marque automobile en provenance de Turquie et voilà, qui a profité du CES pour venir exposer notamment son SUV. Alors, à retenir de façon plus généraliste sur ce CES côté automobile, les constructeurs ont toujours à cœur de montrer leur dernier concept car. Là, vous avez sur la gauche un concept car futuriste de la part de LG et sur la droite, une voiture capable de, pour ceux qui ont des difficultés à faire des créneaux, peut être, ou des demi-tours, peut être totalement intéressante puisqu'elle est capable de faire un 360 sur elle-même en quelques secondes. Côté Hyundai, moi je retiendrai plutôt cet élément-là, assez important à mon sens, qui montre que une des stratégies de développement de Hyundai, alors sur la droite, vous avez des choses très futuristes, comme en haut à droite, un robot excavateur autonome dans les mines, en dessous, un concept de mobilité urbaine autonome, et la dernière image en bas à droite, la dernière vidéo, c'est plutôt une réflexion autour de l'autonomie dans la supply chain et la distribution. Mais ce qui est à retenir, c'est vraiment l'image de gauche, c'est cette stratégie qu'a Hyundai de développer un électrolyseur à membrane polymère de grande capacité. L'idée derrière, c'est de produire de l'hydrogène vert. Aujourd'hui, quand on produit de l'hydrogène pour des véhicules, c'est pas encore une production vertueuse d'un point de vue écologique, puisqu'elle consomme beaucoup d'énergie et du coup beaucoup d'énergie fossile. L'idée de cette de ce nouveau électrolyseur, c'est de pouvoir réfléchir à une production d'énergie basée sur l'hydrogène, mais de façon totalement écologique. Ils réfléchissent également à produire de l'hydrogène à partir de déchets, et notamment à partir du plastique. Donc, on voit que, c'était pas le seul constructeur à mettre en avant ce côté production d'énergie à base d'hydrogène. On voit bien que dans la tendance dans les années à venir, pour sortir des énergies fossiles, c'est pas du tout électrique, même si l'électrique fait évidemment partie et sera probablement une grande part de la mobilité demain. On réfléchit, partout, les acteurs réfléchissent à des alternatives telles que l'hydrogène, qui, s'il n'est pas vert aujourd'hui, le sera probablement demain. Côté chez Mercedes, ils sont venus présenter leur nouvelle CLA électrique, avec donc 100% électrique, avec des batteries capables de réaliser un petit peu plus de 700 km d'autonomie, 800 volts, et qui embarquent de façon native des nouveaux assistants de conduite pour non pas rendre la conduite full autonome, mais plutôt pour faire de l'assistance à la conduite auprès de leurs clients. Ce qui est frappant chaque année également sur le salon, sur la partie automobile du salon, c'est cette présence renforcée de plus en plus prégnante de solutions autour de recharge électrique. Alors, ça peut être de la recharge rapide, ça peut être de la recharge sans contact, sans avoir besoin de mettre le câble dans la voiture, juste par induction. Ça peut être de la recharge double sens, c'est-à-dire que la borne peut recharger la voiture, mais la voiture peut venir redécharger de l'électricité dans le réseau sur la borne. Donc vous aviez comme ça tout un tas
d'équipementiers. Et d'ailleurs, ce qui est assez, moi, ça fait de nombreuses années que je suis le CES chaque année. Et là où la partie automobile était vraiment un moyen pour les motoristes, il y a encore quelques années, de venir démontrer leurs dernières innovations, depuis un an ou deux, c'est plutôt les équipementiers, notamment électriques, qui viennent montrer ce dont ils sont capables plus que les motoristes. Et je vous dis, c'est quasiment la moitié de la surface du CES qui est aujourd'hui occupée soit par des solutions de recharge, soit par des solutions de lidar ou de radar, en vue de la conduite autonome ou semi-autonome. Alors, pour ceux qui suivent mes restis de chaque année, ça fait 2 ans que je vous parle de la future voiture de Sony, puisque Sony a voulu se lancer il y a 2 ans dans la construction d'un modèle qui s'appelle Afeela, en collaboration avec Honda depuis l'année dernière. Eh bien, au début, on pensait tous que c'était une blague. En tout cas, la blague perdure, puisque Afeela était toujours présente cette année. Et James Bond n'a qu'à bien se tenir, parce que pour rentrer sur le stand, elle a été pilotée à partir d'une manette de PS5 de chez Sony. Donc, vous voyez un petit peu. Alors, je vous rassure tout de suite, la manette ne sera pas fournie en standard dans les modèles de série, qui devraient sortir en 2026. Ils ont donc reculé la production, la distribution d'1 an, parce que c'était au départ pour l'année prochaine. L'idée de Sony, c'est vraiment pour eux-mêmes s'occuper de la partie logicielle du véhicule et de la partie capteur. Il faut savoir que Sony est un équipementier aussi automobile, avec énormément de capteurs. Et Honda s'occuperait bien évidemment de la partie moteur et structure. En tout cas, c'est un véhicule qui est toujours prévu d'être commercialisé d'ici maintenant 2 ans. Évidemment, vous vous en doutez, côté automobile, enfin en tout cas mobilité, on retrouve de plus en plus de motos électriques dont les specs chaque année s'améliorent en termes d'autonomie, en termes de puissance. Donc il va tous falloir qu'on s'y fasse. Le bruit de nos belles motos risque de disparaître à l'avenir. Côté chez BMW, cette année, on était plus sur de la démonstration sur leur stand des modèles actuels, sans grande projection sur les années ou les décennies à venir. La petite particularité, c'était qu'ils offraient une expérience de conduite en réalité augmentée, au travers de lunettes de réalité augmentée, pour imaginer peut-être ce que pourrait être la mobilité guidée de demain, avec des lunettes de réalité augmentée qui viennent faire un petit peu un mix entre ce qu'on peut connaître dans l'affichage tête haute et le reste. Vous aviez d'ailleurs une start-up qui démontrait aussi ce qu'ils étaient en train de mettre en œuvre avec BMW, notamment avec un pare-brise qui contient une couche polarisée et qui permet de faire de la projection en réalité augmentée. C'est ce que vous voyez là dans la partie haute de l'écran. Alors c'est différent de la lecture tête haute, telle qu'on peut l'avoir d'ores et déjà dans certains modèles. Et c'est les prémices de ce que pourrait être demain notre habitacle. Et quand je dis demain, c'est vraiment très rapidement. Des drones et des eVTOL, donc des véhicules volants, décollage vertical, il y en a chaque année, un petit peu moins peut-être dans cette session 2024. En bas à droite, vous avez toujours Hyundai qui travaille sur des concepts de véhicules volants. Vous aviez également une start-up française qui chaque année fait évoluer son dispositif, son véhicule volant à droite sur le milieu. Et puis vous aviez surtout la marque Xpeng qui est venue avec son nouveau modèle de véhicule volant, de voiture volante. Alors Xpeng, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un constructeur chinois qui est un vrai poids lourd du secteur de l'électrique. En Chine, en tout cas, c'est l'équivalent d'un Tesla sur le marché des véhicules électriques. Et ils sont venus présenter leur concept car de véhicules peut-être volants demain avec des ailes, des rotors qui viennent se rétracter dans l'habitacle et dans le coffre et qui permettraient. Alors, la voiture a volé, on ne l'a pas vu voler sur le CES, mais en tout cas, la voiture a déjà décollé lors de prototypes. Voilà pour clôturer la partie automobile. Maintenant, un autre secteur très présent chaque année sur le CES, c'est la santé connectée notamment. Et ce qui était intéressant cette année, c'est chaque année, on voit beaucoup de choses autour de la santé connectée, à la fois pour d'ailleurs les humains, mais aussi pour les animaux. C'est assez étonnant, mais il y a énormément de dispositifs de suivi de santé de vos animaux, que ce soit chien, chat, il y a tout un tas de dispositifs. Et cette année, ce qui était
très représentatif, et ça c'était intéressant pour moi, à mon sens, c'était tout ce qui était Handitech, donc la technologie au service de personnes ayant des handicaps. J'ai retenu 2-3 solutions comme ça qui m'ont semblé vraiment pertinentes et intéressantes, notamment une innovation de la part du CEA, donc, le Commissariat à l'énergie atomique, hein, qu'on connaît en France, et qui travaille sur un implant qui vient se fixer à la surface du cortex moteur. Donc, c'est très peu invasif, en fait, puisqu'on fait juste une crâniectomie. Donc, on enlève un morceau d'os du crâne pour y placer cet implant qui vient enregistrer l'activité cérébrale. Et derrière, vous avez un petit boîtier qui, lui, est fixé au niveau de la moelle épinière, qui est un stimulateur qui embarque une IA qui va décrypter l'activité cérébrale et la transformer en signal électrique pour permettre aux membres de rebouger. C'est quelque chose qui est en phase de test clinique. Ça a déjà permis, ils ont déjà démontré la capacité de fonctionnement de cet implant-là chez une personne paralysée des membres inférieurs qui a remarché. Ils sont également capables de faire fonctionner des exosquelettes. Donc, une personne entièrement tétraplégique qui commence à réavoir des mouvements de ses différents membres grâce à cette technologie-là. Et l'avantage vraiment de cette technologie, c'est le côté peu invasif. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la technologie que fait Elon Musk avec Neuralink qui vient implanter dans le cerveau des capteurs. Là, c'est vraiment en surface et c'est effectif et en cours de validation, ce qui est assez impressionnant. Et il y avait comme ça tout un tas de solutions qui permettent à des personnes déficientes ayant un handicap, que ce soit visuel ou autre, de pouvoir vivre un quotidien un petit peu plus léger. On peut citer Orion, qui est une application mobile qui vient aider les déficients visuels à comprendre leur environnement. Vous avez votre smartphone et le smartphone vous décrit à l'oral ce qu'il voit, les différents objets. Il est capable de lire du texte pour vous. À droite, c'est plutôt une solution qui va permettre aux personnes atteintes de dyslexie de lire plus facilement des documents. Donc, en temps réel, le document que vous êtes en train de lire, au travers de votre smartphone ou votre tablette, vient s'adapter à votre difficulté de dyslexie. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de dyslexie différentes. Il y a des gens qui ont des problèmes dyslexiques sur la façon dont du changement de syllabes et de phonèmes. Il y en a qui ont un problème sur l'espacement des mots. Donc, l'IA embarquée dans cette appli vient s'adapter très concrètement aux problèmes de dyslexie de chacun, de façon très personnalisée. On a d'autres solutions comme à gauche, IBES, un chatbot qui comprend le langage des signes, ou à droite, un dispositif Bluetooth qui reproduit, en fait, c'est une souris linguale. C'est un dispositif que vous mettez dans la bouche, pareil pour les déficients moteurs, qui ne peuvent pas se servir de leur membre pour faire bouger une souris, peuvent le faire bouger avec leur langue. Là encore, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette capacité à créer des dispositifs d'accessibilité assez révolutionnaires pour les personnes en difficulté physique. Bon, évidemment, sur le reste de la santé connectée, au CES, on retrouve tout un tas d'autres dispositifs plus ou moins pertinents ou plus ou moins intéressants. Il y a toujours, comme chaque année, le matelas anti-ronflement, il y a le coussin anti-ronflement, il y a le matelas qui vous aide à analyser votre sommeil et à mieux dormir, il y a le miroir connecté qui analyse votre émotion et qui vous dit si vous êtes le plus beau ou la plus belle. Bref, ces dispositifs-là existent toujours. On peut citer entre autres Weezings, qui est un ancien acteur français, qui continue chaque année à développer des nouveaux dispositifs. Là, leur dernier dispositif en haut à droite, sur la photo, c'est un matériel qui permet qui sert à la fois de thermomètre, d'électrocardiogramme, d'oxymètre, de stéthoscope. Donc, vous voyez, en un seul appareil, on peut de plus en plus suivre l'ensemble de sa santé au quotidien. Parmi d'autres innovations à citer que je trouve intéressantes, c'est tout ce qui est exosquelette passif. Chaque année, il y a des exosquelettes au CES qui permettent de vous aider dans certains de vos mouvements pour porter des charges lourdes ou autres. C'est des dispositifs à base de moteurs qui sont assez lourds et assez encombrants et qui nécessitent de l'énergie. Là, on est sur des dispositifs entièrement passifs à base de ressorts et de
matériel permettant un gain sur la tension et qui aide vos muscles à marcher, à bouger. Et c'est assez, voilà, c'est pas des dispositifs qu'on avait l'habitude de voir les années précédentes. Ou encore à droite, une petite start-up que je voulais mettre en avant, française, qui propose des lunettes pour les déficients auditifs. La lunette vient capter le son de façon directionnelle. Donc, vous tournez, vous regardez quelqu'un et vous entendez uniquement la conversation de cette personne-là avec de l'atténuation de bruit et donc dans les branches, des mini-haut-parleurs qui viennent amplifier le son qui est enregistré. Et puis peut-être pour terminer cette partie Smart Home, deux dernières innovations que je trouve intéressantes. À gauche, tout ce qui tourne autour des solutions de jumeaux numériques, notamment chez Dassault Systèmes. On travaille énormément sur ce sujet-là de jumeaux numériques. L'idée derrière, c'est que plutôt que d'aller tester un médicament ou un traitement sur un animal ou sur un cas clinique humain, de le faire d'abord sur un jumeau numérique pour adapter un traitement, notamment on pense à de la chimio qui sont des traitements assez lourds. Et bien, plutôt que de le tester tout de suite sur un humain, on le teste sur le jumeau numérique de l'humain pour voir l'efficacité que ça représente. Ils ont déjà des modèles de jumeaux numériques quasiment finalisés sur le cœur, sur le système pulmonaire. Ils sont en train de travailler sur le cerveau et assez avancés sur le sujet. Et sur la droite, SquareMind, qui là encore est une start-up française, j'aime bien ce type de start-up parce qu'on est vraiment sur des innovations issues de la deep tech. Donc c'est plusieurs années, là c'est 4 ans de R&D, et l'idée de ce petit robot, c'est d'être capable de numériser l'intégralité de votre peau. Il vient comme ça, il fait le tour de votre corps, il photographie et il analyse centimètre carré par centimètre carré de votre corps, et il est capable d'aider un médecin dans le diagnostic en lui identifiant, grâce à son IA, les changements qu'il peut y avoir eu entre deux visites. Donc, par exemple, l'évolution maligne d'un grain de beauté, étant donné qu'il a tout numérisé, il va être capable de dire précisément quel est le grain de beauté qui a évolué, comment, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, et potentiellement aider au diagnostic de cancer de la peau de façon très en amont, histoire que les traitements marchent sur le plus efficace possible. Voilà pour la partie santé connectée. Un autre sujet présent chaque année de façon assez importante au CES, c'est tout ce qui va concerner la Smart Home. Et cette année, il y avait énormément de food tech aussi embarqué dans la Smart Home. Alors, on peut citer entre autres, à vous de juger si c'est pertinent ou pas, des barbecues connectés, des glacières connectées, des fours connectés qui sont capables de cuire votre viande, paraît-il, mieux que sur le barbecue, des frigos alors, entièrement connectés avec tout votre écosystème, avec des écrans géants sur les portes pour vous aider à faire votre recette de cuisine, des robots qui créent connectés pour faire des barbes à papa ou des glaces. Bref, il y en a pour tous les goûts. Il y a une machine à laver 2 en 1 qui fait à la fois machine à laver et sèche-linge en un seul appareil. Ça existe déjà depuis 2-3 ans, j'en vois au CES, mais celle-ci aurait la particularité de venir économiser 80% de l'eau consommée, puisque l'humidité récupérée au moment du séchage est réutilisée pour le lavage. Donc voilà, vous aviez comme ça pas mal de dispositifs plus ou moins intéressants. Je vous en laisse juger sur le barbecue connecté ou le bar à cocktail juste au-dessus. Et puis, un autre élément assez marrant, c'est le retour de nos petits amis de compagnie. À gauche, chez LG, le robot de compagnie de LG, et à droite, Bolly, celui de Samsung. Alors, on les avait déjà vus il y a 3-4 ans au CES, et ils avaient un petit peu disparu de la circulation, et ils reviennent en force cette année avec la volonté de vouloir être l'assistant connecté de votre maison. Vous l'avez vu, demain, on aura de plus en plus de dispositifs connectés, le four, la machine à laver, le robot qui fait l'aspirateur, le frigo. Et l'idée de ces dispositifs-là, c'est de venir discuter avec l'ensemble de l'écosystème connecté pour vous apporter de la souplesse et de nouvelles expériences d'utilisation au quotidien. Un des exemples qu'ils mettaient en œuvre, c'était de dire, vous quittez votre domicile, évidemment, le robot va surveiller le domicile. Si vous avez un animal de compagnie, il va jouer avec lui. Si l'animal fait une bêtise, il va vous prévenir et il va également demander au robot aspirateur de venir aspirer les croquettes qui sont tombées, par exemple. Donc voilà, c'est le retour de ces petits assistants, bon, plus ou moins intéressants ou utiles, à vous d'en juger. En tout cas, ils sont tout mignons.
Un autre sujet qui est présent de plus en plus chaque année au CES, c'est tout ce qui concerne le développement durable, la green tech. On en parle partout, hein. Cette année, on en parlait encore partout. Tous les grands constructeurs comme Samsung ou LG font la promotion de leur capacité à leur matériel et leurs produits, la réparabilité de leurs produits, l'utilisation de matériaux recyclés tout au long de leur supply chain. Moi, ce que j'aimerais retenir sur ce segment-là, c'est 2-3 startups qui, là encore, m'ont semblé ainsi, INQS, dont l'invention me semble assez intéressante. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on voit ce type de dispositif, mais c'est dans l'implémentation qu'ils en ont fait, technologiquement parlant, que c'est intéressant. Il y a une startup qui fait la même chose. Être capable de transformer une vitre en matériel producteur d'énergie. Vous avez 2 feuilles de verre qui sont conductrices et qui lobent une structure en nanomatériaux capable de récupérer et de transformer l'énergie solaire en électricité. Là où c'est intéressant, c'est que cette technologie-là de chez UNQS surpasse un petit peu les autres solutions actuelles et est capable, sur une surface de moins d'1 mètre carré, de sortir jusqu'à plus en tête le calcul des watt-heures qui vont être produits, mais en tout cas, on est capable de retranscrire en 3,5 volts. À l'image d'un grand bâtiment entièrement de verre, vous imaginez que ça peut être intéressant. Alors, ça ne rendrait pas le bâtiment autosuffisant, mais ça, encore une fois, couplé à de l'énergie verte, éolienne ou solaire, avec des vrais panneaux solaires, là encore, on peut imaginer une production électrique de la ville de demain beaucoup plus verte que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui. Une autre start-up qui, elle, alors on en voit pas mal ces dernières années, des startups qui viennent vous produire notamment soit des chaussures, soit des vêtements de façon plus durable et par du recyclage. Là, c'était une startup qui recrée du cuir à partir de feuilles d'ananas. Donc des déchets de feuilles d'ananas, ils viennent, ils le transforment en cuir. Et puis, ces 2 autres startups qui là font sens pour moi. En tout cas, j'aime bien justement à chaque fois ce type d'acteurs parce qu'ils réfléchissent à un petit problème qui, en soi, peut sembler anodin, mais qui, démultiplié par le nombre de personnes qui utilisent ces dispositifs, peut avoir un vrai impact écologique, notamment, par exemple, tout ce qui est matériel à usage unique. On pense aux tests de grossesse, aux tests d'ovulation, qui aujourd'hui sont connectés la plupart du temps et qui embarquent un peu d'électronique, qui donc nécessitent une batterie. Et quand vous l'avez utilisé une fois, vous le jetez à la poubelle et vous jetez donc le dispositif électronique et notamment la batterie à la poubelle également. Eh bien, ces startups-là réfléchissent à comment réduire l'impact environnemental de ce type de dispositif qui ne dure pas longtemps. Notamment à gauche, BEFC, ce qu'ils ont inventé, c'est on met du papier, du glucose, on met une enzyme, l'enzyme va venir consommer le glucose et va produire de l'énergie. On va récupérer cette énergie et la transformer sous forme d'électricité. Alors, on est bien évidemment sur des puissances électriques très faibles. On parle là de 1 milliwatt par centimètre carré, mais qui peut être suffisant pour le type de dispositif dont je parlais tout à l'heure. À droite, on est sur une start-up qui, elle, est capable de faire des cellules photovoltaïques organiques. C'est-à-dire qu'elle n'utilise pas de silicium, elle n'utilise pas de terres rares, et elles sont quand même capables de produire, je crois, 0,5 volts par unité, par module, ce qui est largement suffisant pour une caméra de surveillance ou pour ce type de dispositif-là, sans avoir besoin d'embarquer des batteries et de changer régulièrement des batteries, ou dans les télécommandes, par exemple. Voilà, j'aime bien tout le temps ces petites startups-là qui partent de pas grand-chose, mais qui ont un impact, enfin qui inventent quelque chose qui peut avoir un impact assez intéressant à terme. Et 2 autres exemples, à gauche, une start-up française d'ailleurs aussi, Biomitech, qui met en place des générateurs qui fonctionnent avec des bioalgues qui viennent consommer le CO2 de l'air. Ils ont fait des expérimentations dans des usines qui produisent énormément de CO2 dans du recyclage notamment, où on passe d'une concentration dans l'air de 30% de CO2 à moins de 0,03% grâce à ces containers de bioalgues qui viennent consommer le CO2 de l'air. Et puis à droite, un dispositif de génération d'eau, un générateur d'eau atmosphérique, c'est-à-dire on vient prendre l'humidité dans l'air et le transformer en eau potable. Alors ça existe déjà, là encore, il y a des startups françaises que j'avais vues l'année dernière qui font ça très bien. Au CES et à Vivatech.
La petite particularité de cette nouvelle innovation, c'est qu'ils sont capables déjà de produire jusqu'à 4000 litres d'eau par jour, ce qui est assez conséquent par rapport aux autres acteurs. Et ensuite, le, le, le matériel est ultra connecté, vous permet aussi d'analyser la qualité de l'air, puisque de la qualité de l'air peut dépendre de la qualité de l'eau, et donc suspendre la génération si la qualité de l'air se dégrade, etc. etc. Voilà sur la partie Green Tech. Côté technologie immersive, très honnêtement, je m'attendais à avoir beaucoup d'IA embarquées, notamment des IA type IA générative un peu partout sur le salon. Et puis finalement, on avait plus de technologies autour du métaverse et des solutions immersives. On se serait presque cru en 2022, pour tout vous dire. Alors, des solutions qui sont plus ou moins cohérentes, plus ou moins intéressantes ou pas, hein, mais c'est vrai que je ne m'attendais vraiment pas à avoir une telle représentativité d'un sujet qui semblait un petit peu passé d'un point de vue visibilité. Et on avait des annonces assez intéressantes, notamment, alors évidemment, il y a une annonce qui devrait révolutionner le marché et que j'attends avec impatience dans 2 jours, à savoir le casque Vision Pro d'Apple. Donc, avec ce nouveau casque qui nous promet une informatique spatiale. Et Sony se lance sur ce segment-là en essayant de concurrencer Apple avec un nouveau casque assez intéressant d'un point de vue spec et qu'ils ont annoncé donc au CES. Et puis on retrouve toujours sur le salon et de plus en plus chaque année. Là encore, j'étais assez étonné de voir à quel point tous les acteurs continuent à investir sur du matériel et sur des technologies autour des sujets immersifs. Donc on retrouve tout un tas de dispositifs de lunettes connectées, de lunettes de réalité augmentée, de réalité mixte, des casques de réalité virtuelle, des dispositifs comme à droite, de gants haptiques qui sont de plus en plus perfectionnés, de plus en plus fins, qui donnent réellement la sensation de toucher dans certaines expériences. Alors, c'est des dispositifs qui sont encore un peu lourds et qu'on ne retrouvera pas forcément demain tout de suite chez nous, mais qui s'améliorent d'année en année, sensiblement. C'est assez intéressant. Là, à droite, au milieu, par exemple, en bas, vous avez un casque qui est le remplaçant, un concurrent direct de l'HoloLens de Microsoft, mais donc de réalité mixte, mais pour 30% moins cher. Au-dessus, les lunettes de TCL qui font que 60 grammes, qui embarquent énormément d'IA, 3 heures de batterie, des affichages 4K. Donc on est vraiment sur le perfectionnement chaque année et l'amélioration chaque année de ce type de matériel. On est bientôt à la fin de la présentation, mais je retiens toujours en fin de présentation quelques startups qui peuvent faire sens dans vos métiers, en tout cas sur lesquels moi, quand je reviens sur Paris à la fin du CS, je prends contact et qui font très souvent partie des solutions qu'on intègre en tant que partenaire et qui peuvent faire sens dans certains métiers, cas d'usage ou secteurs chez nos clients. J'en ai retenu 3-4 cette année, notamment une première, une startup suisse qui s'appelle CSKY.ai, qui met en œuvre une solution de LLM on-premise. Sans rentrer dans le détail trop technique, mais grosso modo, qui est capable de faire de l'IA générative, de génération de texte, notamment en résumé de conversation ou autre, à partir d'un matériel totalement déconnecté d'Internet. Pas besoin de passer par un cloud provider, pas besoin d'utiliser un service comme OpenAI, comme ChatGPT ou autre pour pouvoir faire ça. Tout est sécurisé, tout reste en local de cette infrastructure-là. Un autre exemple d'une startup assez intéressante peut-être pour vous dans certains secteurs, notamment côté si parmi vous il y a des gens qui travaillent dans le retail ou dans la distribution, enfin dans le luxe au retail, Ontbo qui propose une solution d'analyse émotionnelle au travers de l'IA. On avait travaillé, on a un partenaire dans l'Open Grant qui faisait déjà ça. Je trouve que cette start-up-là me semble intéressante sur le côté très métier de cette analyse-là. Donc, ils sont capables, sur la base soit de l'analyse de visage, soit de l'analyse de texte, soit de l'analyse de voix, d'identifier l'émotion de la personne avec qui ils sont en train d'analyser,
Donc, grosso modo, de déterminer le profil émotionnel, le profil psychologique de la personne, et du coup, de déclencher une réaction différente du chatbot ou du voicebot qui est en train d'échanger avec la personne. Donc, encore une fois, dans le retail, le luxe, ça peut aider à adapter l'expérience client un petit peu plus sur mesure, à pallier à la déshumanisation de la relation entre les humains et les IA. Donc voilà, c'est une solution à creuser. Pour celles et ceux d'entre vous qui êtes des distributeurs de produits, notamment, je crois que les premiers impactés, c'est l'habillement et l'électronique, je crois, pour 2026. Vous avez forcément entendu parler d'une nouvelle réglementation qui va arriver, une réglementation européenne en 2026, et qui s'appelle le DPP, le passeport numérique des produits, et qui a pour but, grosso modo, de demander aux constructeurs de partager des informations sur leurs produits tout au long de leur chaîne de création et d'approvisionnement. Ça va de l'extraction des matières premières pour produire le produit, en passant par le transport, le recyclage. L'idée derrière cette loi, c'est de favoriser la transparence et encourager la circularité des produits, la recyclabilité des produits. Et c'est une réglementation assez lourde qui va rentrer en vigueur dans très peu de temps, hein, on parle de 2026. J'ai trouvé une start-up qui a déjà réfléchi à ça et qui met en place une technologie sur la base de QR code qui aide à la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation autour du passeport numérique. Donc voilà, c'est une startup avec laquelle on va travailler très certainement avec certains de nos clients impactés par ce type de sujet. Et puis, alors celle-ci, là encore, c'est du pur plaisir pour moi, mais plus que quelque chose qui fera sens dans vos métiers ou dans le métier de nos clients en général chez Micropole. C'est Silmac. On est là encore vraiment dans de la deep tech. C'est une startup qui a réussi à créer des micromoteurs en silicium. Grosso modo, ils sont capables, avec du silicium, de créer des mouvements dans un milieu électronique. Derrière ça, c'est 20 ans de R&D. L'avantage d'un micromoteur en silicium versus d'autres solutions électroniques, c'est que c'est insensible au champ magnétique d'une part, c'est très compact, ça consomme très peu d'énergie. L'idée demain, c'est peut-être d'avoir ce type de technologie dans des implants dans le corps humain pour venir réparer certaines cellules ou certains organes. Moi, ce que j'aime dans ce type de solution, encore une fois présente au CES, c'est que avant d'avoir l'idée de la mise en œuvre, vous avez comme ça des acteurs qui créent quelque chose de totalement innovant et juste dans le but, quelque part, de stimuler la créativité des designers, des innovateurs dans la façon dont on va utiliser demain ce type de technologie. Voilà, pour terminer, peut-être quelques startups et solutions qui me font toujours un petit peu rire, hein, les what the fuck, quelque part, du CES, si je peux me permettre. D'ailleurs, une startup voilà, qui a gagné l'award du meilleur gadget 2024. C'est une startup qui propose des haut-parleurs diffuseurs de senteurs. Ce n'est pas la première fois qu'on les voit, mais cette fois-ci, le dispositif est à usage des particuliers, donc ils vont commercialiser réellement leurs produits auprès des particuliers. Donc, des diffuseurs de parfums dans différents haut-parleurs, et ensuite, par une combinaison de ces différents parfums, ils reproduisent l'odeur de ce que vous voyez à l'écran. Des skis électriques. Alors, ça ne ressemble pas du tout à des skis, ça ressemble plus à des gros rollers. Mais voilà, la startup vous promet de la capacité de faire des godilles en ville, si vous le souhaitez. Donc, pour moi, c'est plus des rollers que des skis, mais paraît-il que c'est vraiment des skis. Donc, je ne sais pas si ça va être pratique demain avec le changement climatique. Peut-être qu'il y aura plus de neige dans nos montagnes et du coup, on pourra quand même continuer à skier dans les rues. À voir, je vous laisse là encore vous faire votre propre avis. Et puis, deux dernières startups. Pour ceux qui sont nostalgiques du Nokia 3210, hein, les boomers comme moi, on nous l'a retiré, mais on peut le faire revenir. Il y a une startup qui a créé un petit clavier qui vient se connecter à votre iPhone et qui, du coup, permet de taper directement au clavier comme on l'avait à l'époque avec notre vieux Nokia. Et à droite, si vous avez 3 000 €, si vous avez des enfants en bas âge, vous transportez dans les poussettes et que vous avez 3 000 € à dépenser, je vous conseille cette startup-là qui a inventé une poussette connectée et intelligente. Elle utilise l'IA pour se déplacer toute seule. Alors, à partir du moment où l'enfant n'est pas dans la poussette,
Mais ça peut avoir un côté utile, hein, malgré tout, parce que vous êtes en train de porter votre enfant dans le bras. C'est toujours compliqué de pousser la poussette en même temps. Là, elle va vous suivre, elle va se déplacer toute seule. Sa vitesse est limitée à 4 km/h, donc ça devrait aller. Elle évite les obstacles, elle s'arrête en cas de danger. Donc, voilà, et puis, je crois même qu'elle est capable de bercer bébé quand il pleure. Je me demande même si, je ne me souviens plus trop, mais s'il n'y a pas une IA embarquée qui détecte la vitesse à laquelle elle berce ou les mouvements qu'elle fait pour bercer le bébé. Et elle apprend quels sont les meilleurs mouvements pour qu'il s'endorme le plus vite possible. Voilà le type de technologie qu'on est aussi capable de retrouver au CES. Voilà, en résumé, donc s'il y avait 4-5 points à retenir de cette édition 2024, et ben déjà le premier sujet, première constatation, c'est que l'IA n'est pas si écrasante que ce que j'avais pu, moi, en tout cas, imaginer, hein, notamment sur les nouveaux cas d'usage d'IA générative. On avait des exemples, un chat GPT connecté à un vélo. Il y avait un vélo avec chat GPT. Et ben, vous avez vu chez Volkswagen, je l'ai dit, hein, ils embarquent chat GPT dans les voitures. Donc, l'IA est omniprésente dans tous les aspects de la technologie moderne. Mais voilà, c'est même presque plus souvent un argument marketing plutôt qu'un moyen de réellement améliorer l'expérience utilisateur pour moi. À date, en tout cas. Je ne doute pas que ça va évoluer dans les années à venir, mais à date, c'est plutôt ça. Que ce soit des robots domestiques qu'on a vus, en passant par les assistants virtuels ou des appareils ménagers, elle est présente partout, elle va l'être encore plus demain. Voilà, on n'est pas encore, malgré tout, sur un cas d'usage qui fait vraiment sens, qui est révolutionnaire sur le sujet. Côté automobile, on l'a vu, un petit peu moins de conduite full autonome, un petit peu plus d'hydrogène, en tout cas l'hydrogène comme énergie alternative propre, des batteries qui offrent plus d'autonomie, je ne l'ai pas dit, mais il y en avait énormément également. Et puis peut-être l'un des sujets qu'on voit de plus en plus présent sur ce type de salon, et AWS, Amazon en est le premier acteur, c'est la réflexion des défis autour de la monétisation. Tous les constructeurs automobiles, tous les fabricants explorent des modèles de monétisation pour les technologies embarquées. Il y a de plus en plus de capteurs qui viennent comprendre comment vous conduisez, comprendre ce que vous faites, ce que vous aimez quand vous êtes en voiture, et qui viennent évidemment personnaliser l'expérience de conduite par rapport à ça, mais qui du coup collectent énormément de données. Et l'idée des constructeurs, c'est de se poser la question de la valeur de ces données. Et donc demain, comment est-ce que potentiellement ils pourraient monétiser certains services. La tendance sur les écrans, bon, vous l'avez vu, hein, c'était surtout les écrans semi-transparents qui étaient très populaires, même si je ne sais pas encore quelle serait l'application pratique de ces dispositifs-là. Côté santé, donc toujours plus de santé, de capteurs et de trackers innovants pour surveiller votre santé, avec cet accent moi, que j'ai beaucoup aimé cette année sur les technologies au bénéfice des personnes handicapées. Vous l'avez vu côté solutions immersives, ce qu'il y a à retenir, c'est que ça continue à se développer, niveau matériel, niveau solution. Donc les constructeurs continuent à miser sur le sujet. Je pense que ce qui va ou pas révolutionner le secteur, c'est l'arrivée d'Apple. Très sincèrement, dans 2 jours, en fonction des retours d'utilisation de ce futur casque, alors que eux appellent d'informatique spatiale, ben soit ce secteur va avoir le vent en poupe, soit finira par tomber aux oubliettes. Pour vous donner mon avis personnel, je pense qu'il n'est pas prêt de disparaître, notamment sur le côté réalité augmentée, réalité virtuelle. Les développements de ces derniers mois, de ces dernières années autour de l'IA vont énormément venir contribuer aux solutions immersives de demain. Quand on sera capable, par de l'IA, en quelques secondes, de créer des nouveaux environnements 3D de façon automatique, d'avoir des avatars entièrement autonomes grâce à de l'IA, ben, ces sujets qui aujourd'hui font plus ou moins sens et pour lesquels on n'a pas encore de cas d'usage concret, que sont le métaverse et les solutions immersives, pourront peut-être se développer bien plus que ce qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ça, c'est mon avis. Un peu moins de sport tech. Hein. J'ai été assez étonné d'ailleurs de voir que cette année au CES, alors qu'on est sur une année de Jeux Olympiques, il n'y avait pas tant de sport tech que ça par rapport aux autres années. Voilà, donc une année en tout cas avec des évolutions plutôt que de la rupture technologique, je dirais, avec un accent, comme je le disais, sur la santé, sur un petit peu d'IA un peu partout, la mobilité et l'inclusion des personnes handicapées. Voilà pour cette restitution. C'est toujours difficile en 1 heure de vous faire part de tout ce qu'il y a à voir pendant 3-4 jours sur ce salon. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? N'hésitez pas à les écrire dans le chat, je serai ravi de pouvoir y répondre s'il y en a.
Sachez en tout cas qu'on a également l'habitude chez Micropole de refaire ces présentations-là individuellement chez nos clients. Donc, si vous avez des équipes pour qui ça fait sens de restituer ce type d'événement, on est capable de faire ça. On le fait chaque année pour certains de nos clients. Et dans ces cas-là, souvent, on fait le focus sur un secteur ou sur une technologie en particulier, celle qui fait sens pour vos équipes. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous solliciter si besoin est pour venir faire ces restitutions. On appelle ça des Innovation Days chez nous. C'est entre une demi-journée et une journée. On aborde des restitutions de ce type d'événement et on vient creuser au travers de présentations de partenaires ou de cas d'usage concrets des innovations et des technologies en particulier. Bon, écoutez, je ne vois pas forcément de questions. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Désolé encore une fois de ce petit souci qu'on a eu avec notre partenaire GoToWebinar et qui nous a obligés de basculer sur Teams. Merci et bravo à Johan qui a été hyper réactif sur le sujet et qui a très bien géré la situation. En espérant que pour le prochain webinaire, tout se passe bien. D'ici là, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions supplémentaires et je vous souhaite une bonne fin de journée.